Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Barnier, prochainement censuré. Gabriel Attal l'a-t-il torpillé? Harcèlement, sexisme, propos orduriers, les drôles de dames d'Emmanuel Macron. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Thierry V, Francis, Philippe Bohen, Vincent Sanchi, Farisme, Caustic et Littlewood. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Barnier et le 49.3. Budget de la sécurité sociale. Michel Barnier engage sa responsabilité par le 49.3. Lors d'une réunion des groupes de la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat, puis devant les députés, le Premier ministre a annoncé recourir au 49.3 pour adopter le budget de la sécurité sociale. Cette information est choquante. Elle devrait faire réagir vivement les belles âmes et les journalistes. Mais personne ne bouge. Il faut quand même rappeler que dégainer un 49.3 par un gouvernement minoritaire est un acte antidémocratique. Oui, une dérive autoritaire puisque le peuple ne vote plus les lois. Il faudrait quand même leur rappeler ce que voulait Michel Debré lorsqu'il a institué ce 49.3. De plus, la constitutionnalité ne vaut que si le 49.3 est adossé au référendum. C'est l'esprit de la Constitution de 1958. C'est Michel Debré, son rédacteur, qui en parle donc le mieux. Autrement dit, lorsqu'un Premier ministre minoritaire à l'Assemblée nationale actionne un 49.3, la loi doit être votée par référendum. Ce ne sont plus les députés qui votent la loi, mais le peuple souverain. Laurent Fabius, en laissant Elisabeth Borne utiliser le 49.3 sans référendum, alors qu'elle était minoritaire à l'Assemblée nationale, a profondément bafoué la Constitution de la Ve République. Mais vous vous rendez compte que la réforme des retraites, comme le budget, n'ont pas été votés par les députés, oui, comme dans une dictature en somme. Quant au peuple qui a manifesté contre la réforme des retraites, vous savez ce qui lui est arrivé, comme avec les Gilets jaunes, il a été durement réprimé par les milices d'Emmanuel Macron. Et le pire peut-être, avec la bénédiction des journalistes. Rien d'étonnant que la France soit classée depuis plusieurs années comme une démocratie défaillante. Suite à cet usage anticonstitutionnel du 49.3, il est donc tout à fait normal que des partis déposent des motions de censure. Budget de la sécurité sociale, le Rassemblement national et la France insoumise déposent chacun leur motion de censure. Le Rassemblement national votera celle de la France insoumise. Alors qu'il avait annoncé un geste en faveur du Rassemblement national en s'engageant à ne pas dérembourser des médicaments en 2025, le Premier ministre Michel Barnier a finalement déclenché l'article 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. Le groupe La France insoumise annonce dans la foulée le dépôt d'une motion de censure et le Rassemblement national indique qu'il votera la censure. Le gouvernement Barnier devrait tomber donc mercredi 4 décembre, jour où les motions de censure seront débattues et votées. Pour autant, Michel Barnier peut-il rester Premier ministre? Éric Woerth, 49.3 sur le budget. Éric Woerth rappelle que rien n'empêche Emmanuel Macron de renommer Barnier à Matignon en cas de censure. Si peut-être l'honneur de Michel Barnier s'il en a, mais l'honneur est un concept inconnu d'Éric Woerth. Ce qu'il y a de terrible avec Éric Woerth, c'est qu'il est censé être de droite, connaître l'histoire du gaullisme. Parce qu'il y a un précédent, Pompidou en 62 a été renversé par une motion de censure. De Gaulle a renommé Pompidou dans la foulée, mais il a dissous l'Assemblée nationale pour redonner le dernier mot au peuple. Et les gaullistes ont triomphé des magouilles des partis de l'époque. Ils ont gagné donc les élections législatives avec près de 40% des suffrages. Dans le Landerneau parisien, on annonce déjà le remplaçant de Michel Barnier. Menace de censure du gouvernement. Emmanuel Macron teste des noms pour remplacer Michel Barnier à Matignon. L'hypothèse de la nomination d'un Premier ministre de gauche ne serait pas une option pour le chef de l'État. On parle de plus en plus de Retailleau. Mais je ne crois pas que toutes ces magouilles vont plaire aux Français. Et puis, la nomination d'un Premier ministre minoritaire va continuer d'accentuer l'instabilité politique et par-delà la crise économique. Alors, tous ces journalistes et ces politiques
qui sont responsables de cette catastrophe, essaient de chercher un bouc émissaire à la crise que nous traversons. Pour certains journalistes du Figaro, c'est le Rassemblement national. Que Marine Le Pen hausse le ton était prévisible, compréhensible et légitime, mais en refusant la main tendue de Michel Barnier, en le censurant avec le nouveau Front populaire, elle s'arrime au camp des destructeurs alors qu'elle aurait pu siéger à la table des constructeurs. Ah, ce Guillaume Tabar, macroniste compatible LR. Remarquez que Guillaume Tabar rime avec Jobard, Tricard et Tocard. Son tweet est collector. Macron a détruit notre pays méthodiquement. 1000 milliards de dettes, 100 milliards de déficit. Et je vous laisse de côté toute la litanie sur l'hôpital, l'électricité et compagnie. Macron est le responsable de l'instabilité politique du fait de la dissolution. C'est LR, l'AREM ont appelé à faire barrage au Rassemblement national. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas de majorité. Et maintenant que ces LR et ces LAREM sont dans l'impasse, ils accusent le Rassemblement national d'être du côté des destructeurs. Faut oser quand même cette inversion accusatoire. C'est tellement débile. Alors d'autres macronistes visent un autre personnage, et cette fois-ci de leur camp, Gabriel Attal. Vous savez, celui qui avait appelé à faire barrage au Rassemblement national, même avec un bulletin de la France insoumise. Il faut écouter Gabriel Attal pour y croire. La France a besoin de stabilité, martèle Gabriel Attal. Ce qui se joue, c'est une situation où les socialistes avec les insoumis, le Rassemblement national, les communistes et les écologistes vont mêler leurs voix pour plonger notre pays dans l'inconnu. C'est Gabriel Attal qui a refusé toute négociation avec le Rassemblement national pour se lancer à la présidentielle en plantant dans le dos son successeur. On croit rêver. Mais attention, je ne crois pas que négocier avec Michel Barnier, le liquidateur européiste, soit vraiment bien vu par les électeurs du Rassemblement national. Les Français attendent autre chose, et notamment que le déséquilibré de l'Élysée dégage. Pour Brigitte Macron, les Français ne méritent pas son mari. 76% des Français le considèrent comme un mauvais président. Vous avez été très nombreux à m'écrire que les Français ne méritent pas une telle calamité. Nous sommes d'accord. Alors la seule solution, oui, c'est qu'Emmanuel Macron parte, et il y a de plus en plus d'élus qui évoquent cette possibilité à la télévision. Alerte Info, Hervé Morin, un centriste, appelle à la démission du président Emmanuel Macron. En effet, une élection présidentielle permettrait à la France de retrouver sa stabilité politique et donc économique. Et pourtant, dans les médias, c'est le chantage à la peur. L'euro chute, plombé par la situation critique du gouvernement français. L'euro accuse le coup lundi face à la situation politique tordue en France, où le gouvernement va bientôt tomber. Cet article est particulièrement trompeur. D'abord, depuis 25 ans, l'euro a plombé notre pouvoir d'achat. Il y a 50 ans, sur 100 € gagnés en travaillant, vous en gardiez 69. Aujourd'hui, vous ne gardez que 54 €. Le travail ne permet plus à la majorité d'augmenter son niveau de vie, et c'est la première fois depuis 1945, déplore Antoine Fouché, invité de Point de vue. Les Français ont donc été pris en cisaille. D'un côté, l'inflation, qui leur faisait perdre du pouvoir d'achat parce qu'il n'y avait pas de compensation d'augmentation de salaire, et de l'autre, une augmentation des prélèvements parce que l'État n'avait plus suffisamment de recettes. L'euro, c'est l'appauvrissement généralisé. C'est d'ailleurs ce que pense Jacques Sapir. La cause principale des problèmes économiques de la France est et reste l'euro. Et il est hors de question, bien évidemment, chez les mainstream européistes, de critiquer la politique monétaire et l'euro. Le grand gouvernement central ne pratique que la politique du pire. L'euro nous plombe. Sans l'euro, ce serait pire. L'Union européenne nous tue à petit feu. Sans l'Union européenne, ce serait pire. À l'époque de la pandémie, sans passe sanitaire, ce serait pire. 1000 milliards de dettes supplémentaires. Sans budget 2025, ce sera pire. Les sanctions anti-russes ne fonctionnent pas. Sans sanctions, ce serait pire, etc. À quel moment on reprend notre destin en main, on donne une espérance en disant « ce sera mieux ». Il faut donc rétablir la vérité. Sans l'euro, ce sera mieux. Sans l'Union européenne, ce sera mieux. On a compris, le mal qui nous ronge s'appelle l'Union européenne, et celui qui affole les marchés par ses dingueries, son instabilité mentale, s'appelle Emmanuel Macron. Tiens, où est-il l'animal alors que le gouvernement Barnier est proche de tomber ? Eh bien, comme d'habitude, il se balade. Pour fuir la France, Emmanuel Macron devient l'errance d'Arabie.
Oui, alors que la situation est tendue en France, Emmanuel Macron a pris la poudre d'escampette, cette fois-ci en Arabie Saoudite. Macron a fait un mal fou à notre pays par sa servilité européiste, mais également dans le choix de son personnel politique. Avec Macron, de drôles de dames. Mais où va-t-il les dénicher? On va commencer par Mamie Vapote Calamity 49.3 qui refait encore parler d'elle. Elisabeth Borne refuse de contribuer aux économies et déclare qu'elle ne renoncera pas à ses avantages d'ex-première ministre tels que la voiture avec chauffeur à vie, l'assistance de 2 collaborateurs et la protection personnelle. Elisabeth Borne se dit socialiste. Quelle hypocrite, oui, une hypocrite socialiste. Bon, pardon pour le pléonasme. Et c'est au tour d'Anastasia Colosimo de faire parler d'elle. Tu dois avoir une grosse queue d'homme courageux. J'aimerais bien la voir, la sentir, la toucher. Anastasia Colosimo, responsable à l'Élysée de la presse étrangère, est accusée de menaces directes, d'injures sexistes et d'empêcher la presse de travailler. Des outrances aux journalistes lui sont reprochées, telles que «je vais te faire regretter d'être né» ou «tu fais de la merde et tu pisses autour». Parfois proche de l'extrême droite, Emmanuel Macron trouve brillante sa conseillère qui affirme que sa vulgarité serait du second degré et un moyen de résister à la pression, voire de renverser la misogynie du monde politique. On va laisser de côté cette défense injustifiable. Non, Macron voit dans Anastasia comme un double. Vulgarité, violence, menace, chantage. Parfait clone du chef de l'État. Et on se souvient d'Anastasia parce que pendant la pandémie, elle avait expliqué que les non-vaccinés qui pourraient mourir donc du virus, eh bien, ce serait comme une sélection naturelle. Je vous remets la vidéo dans ma description, vous entendrez le rire gras du journaliste de l'Aberration Thomas Legrand. Oui, ça le fait rire que les non-vaccinés puissent être victimes de la sélection naturelle. Après Anastasia, Prisca. Ferme-la, con, naïf, incompétent, ignorant, débilos. Ces mots, ce collaborateur de Prisca Thévenot assure les avoir entendus de la bouche de la porte-parole du gouvernement. D'autres, plus fleuris, lui sont également attribués dans cette enquête de Mediapart. Le collaborateur interrogé en aurait même averti Matignon, et il n'est pas le seul. Un autre collaborateur parle de souffrance au travail et d'anxiété dans un message expliquant les raisons l'ayant poussé à démissionner. Le management toxique, c'est le fil directeur de tous ces macronistes. Après Prisca, Horreur Berger. Horreur Berger accusée de pousser à bout ses collaborateurs. Je n'ai jamais vu une telle détresse psychologique en cabinet, témoigne une ex-collaboratrice dans Le Canard. Humiliation, grande cruauté. En 3 mois, 3 personnes sont parties, dont son DIRCAB, son directeur de cabinet. J'ajouterai, qui est surpris, pas Macron qui l'a exfiltré de l'Assemblée, tant elle a pourri ses collègues députés, ni les journalistes à qui elle envoie aussi des SMS incendiaires. Là encore, c'est un grand classique chez les macronistes, l'intimidation des journalistes. Je vous renvoie par ailleurs à la scène légendaire entre Darmalin et Apolline de Malherbe. Après Horreur, Laetitia. Ce que l'on sait des accusations de harcèlement contre la députée LaREM Laetitia Avia. L'avocate de plusieurs assistants parlementaires a déclaré lundi qu'une plainte était en préparation contre la députée accusée de harcèlement par d'anciens collaborateurs, lesquels se sont exprimés dans Mediapart. Il faut également rappeler que Laetitia Avia avait mordu un chauffeur de taxi. Macron a incontestablement un don, oui, celui de repérer ce qu'il y a de pire dans notre société, des êtres serviles, violents et sans foi ni loi. Tenez, une future macroniste. Je ne voterai pas cette motion de censure, déclare Sophie Pantel, députée Parti socialiste de la Lozère. Non mais vous imaginez, elle se dit socialiste et elle soutient le LR Barnier qui accable les Français de taxes et de mesures injustes. Macron pourra la ranger dans son album entre Olivier Véran et Olivier Dussopt. International, élection en Roumanie. Ça va déménager en Roumanie, nous dit Florian Philippot. Le candidat anti-Union européenne, OTAN OMS, s'est donné largement gagnant au second tour avec 58% contre 42%. Dans un pays clé pour l'OTAN, qu'il fasse attention à sa sécurité. Il est face à la mafia euro-mondialiste maintenant. Oui, et c'est la Géorgie qui doit faire face à des émeutes provoquées par les atlantistes.
Kidze. Certains, dont l'ambassadeur de l'Union européenne, nous ont dit qu'ils ne reconnaîtraient la Géorgie que si les meurtriers, les bourreaux, les détourneurs de chaînes de TV, les racketteurs d'affaires et les personnes qui ont déclenché la guerre en 2008 revenaient au pouvoir. Ah, cela donne l'espoir à Raphaël Glu-Glu. On se rappelle qu'à cette époque, il était le conseiller spécial de Saakashvili, le dictateur corrompu cruel de Géorgie. Allez, tenez bon les patriotes géorgiens. Rapport sur la pandémie urgent. Le comité Covid de la Chambre a publié un rapport final après une enquête de 2 ans. Plusieurs conclusions. Le Covid émergent d'une fuite de laboratoire n'est pas une théorie du complot. Dans le détail, non-conformité à la surveillance Covid-19. L'administration Biden a fait obstruction à plusieurs reprises aux enquêteurs sur le Covid. Le conseiller principal du Dr Fauci, le Dr Morens, a bafoué plusieurs fois les demandes politiques et probablement menti au Congrès. La science n'a jamais justifié la fermeture prolongée des écoles. Les enfants ont connu des pertes d'apprentissage historiques, des taux plus élevés de détresse psychologique et une diminution du bien-être physique. Plus de 160 000 entreprises ont fermé en raison de la pandémie de Covid-19 et 60% de ces fermetures sont classées comme permanentes. Le taux de chômage a atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression. Contrairement à ce qui avait été promis, le pchout contre la Covid-19 n'a pas arrêté la propagation ou la transmission du virus. Les obligations vaccinales ont bafoué les libertés individuelles. Ce rapport est indispensable. C'est ce premier pas qui va déjà nous permettre de demander des comptes à nos décideurs. Les autres révélations, notamment sur les effets secondaires, arriveront, en tout cas selon la promesse de Robert Kennedy Jr. en février 2025. Autre personnage mis en accusation, Pustula, communiqué de presse numéro 2 de Frédéric Baldan, principal accusateur de Pustula avec les Patriotes. La demande de renvoi en correctionnel de Madame Ursula von der Leyen. Nous informons publiquement la presse que nous demandons le renvoi en correctionnel de Madame Ursula von der Leyen. Il en va de même pour les autres mises en cause. Nous estimons que les infractions sont constituées et les preuves suffisantes. Une conférence de presse se tiendra le 7 décembre 2024, après l'audience à huis clos du 6. Elle est réservée à la presse. Je demande donc à tout le monde d'envoyer ces images aux rédactions et aux journalistes. Ils ont le devoir de vous informer. Alors faites tous en sorte qu'ils ne puissent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant pour l'audience et pour la conférence. Eh bien, Frédéric Baldan, comptez sur les entretiens pour diffuser ces informations. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec un coup de théâtre. Donald Trump sera bien présent à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Donald Trump, j'ai l'honneur d'annoncer que je me rendrai samedi à Paris, en France, pour assister à la réouverture de la magnifique et historique cathédrale Notre-Dame, qui a été entièrement restaurée après un incendie dévastateur il y a 5 ans. Le président Emmanuel Macron a fait un travail remarquable en veillant à ce que Notre-Dame soit restaurée pour retrouver toute sa gloire, et même plus. Ce sera une journée très spéciale pour tous. Pour un coup de théâtre, c'est un coup de théâtre. Quel retournement de veste! Comme Trudeau, Macron a dû sacrément s'aplatir pour obtenir la présence de Donald Trump. Qu'a-t-il encore cédé aux Américains? On tremble, à moins que Donald Trump ait agité un fameux dossier. Mais il y a néanmoins quelque chose de très réjouissant dans la venue de Donald Trump. C'est la tête des journalistes aux ordres, avec Jean-Michel Afati. Quoi, Donald Trump à Paris pour la réouverture de Notre-Dame? Cet homme cynique, menteur, misogyne et le reste est à l'opposé de toutes les valeurs chrétiennes. Il est une insulte et un pied de nez à la religion. Emmanuel Macron n'était pas obligé de l'inviter. Étonnant, non. Alors là, j'ignorais quelque chose. Que le matérialiste, un peu maçon, aplati, était expert en morale chrétienne. On pourrait peut-être lui rétorquer que Donald Trump veut la paix dans le monde. Cela devrait normalement lui suffire. Didier Maisto, tout aussi ironique. Et sinon, comment ça marche? J'ai écouté les médias mainstream jusqu'au jour de l'élection. Vous sembliez tous d'accord pour dire que Donald Trump n'était qu'une marionnette aux mains de Vladimir Poutine et du FSB. C'était vraiment un espion alors? Il a une voiture avec des gadgets, une montre laser, un fulgure au poing. Allez, dites-nous quoi! Ah, sale temps pour les journalistes aux ordres. Ils sont mal, ils sont mal. Pensez à ce pauvre Tristan, obligé de faire de la propagande mais sans trop y croire. Trump aura tout cassé, même Joe Biden. Cette décision de Joe Biden, à la fois très humaine,
et injustifiable, offre aussi une latitude complète à Donald Trump pour utiliser la grâce présidentielle comme bon lui semblera. Joe Biden, qui gracie son fils, voleur, escroc, défoncé, corrompu, corrupteur, par une décision très humaine, car de toute façon c'est la faute de Trump qui a tout cassé, mais ils prennent quelle substance tous ces mecs? Mais ont-ils le choix, tous ces journalistes aux ordres, que la fuite en avant? Parce qu'ils ont expliqué à leurs lecteurs, la main sur le cœur, que cet ordinateur d'Hunter Biden était une théorie du complot. Souvenons-nous, nous étions en 2020. Révélation sur les Biden, sur la piste du réparateur d'ordinateurs de Wilmington. Les révélations controversées depuis mercredi du New York Post au sujet du candidat démocrate Joe Biden doivent beaucoup à un réparateur d'ordinateurs pro-Trump adeptes de théories du complot. Et oui, ce sont le genre d'informations qu'ils ont balancées dans la presse mainstream. Et aujourd'hui, bien évidemment, ils ont l'air fins. J'ai l'impression d'assister à une corrida où Tristan Mendès France et les autres jouent le rôle du taureau. On est proche de la fin. Autre fake news. Le renseignement militaire ukrainien a déclaré que les troupes nord-coréennes ne se trouvent pas sur les positions avancées de l'armée russe dans la région de Koursk, bien que l'état-major ukrainien ait précédemment fait état de combats les impliquant. Allez, on va terminer cette chronique fantasy avec notre poussin du jour. Petit poussin parti trop tôt. Et oui, Rotaillot n'en aurait plus que pour 2 jours. Mais méfiance, il pourrait devenir le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.